Bienvenue à cette première émission de Laval Estival. Cette semaine, beaucoup de choses se sont passées ici à Laval et j'ai l'impression qu'on va avoir une émission très intéressante. Et très intéressante aussi parce que je me retrouve avec mes co-animatrices. Alors, je vous souhaite la bienvenue et je sais que Sarah, toi, tu es une fan d'écriture, tu écris beaucoup. Oui, en fait, j'écris beaucoup, c'est un grand mot, mais j'aime bien écrire. Je griffonne quelques petits trucs, j'écris des histoires puis tout ça. Et un jour, j'aimerais peut-être bien faire publier une de mes petites histoires. Des petites histoires. Ben, j'ai hâte de te lire, en tout cas. Ben merci. Moi, j'ai bien hâte que tu me lises aussi. Puis Catherine, c'est une sportive parce qu'elle fait du yoga. Elle relève présentement un grand défi. Oui, un très gros défi. Ça s'appelle le défi 30 jours. En fait, il faut faire du yoga à chaque jour pendant 30 jours consécutifs. Et je suis rendue à mon 23e jour. Et oui, j'ai pas manqué une journée à date. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Il te reste 7 jours, là. Jours. Là, il faut pas lâcher. C'est le dernier sprint. Puis on t'encourage. On est tous derrière toi. Exactement. Et on a Sam aussi, qui est présentement à la salle, André Mathieu, un autre co-animateur. Et lui, j'aimerais bien savoir quel sport il pratique parce que je sais que c'est un gars très, très sportif. Bien, c'est sûr que je fais du sport. Écoute, je vais te faire une confession. Cette toute première émission de Laval Estival, j'ai dû prendre un entraîneur pour m'assurer d'être en forme ce soir parce que je pense que je vais m'embarquer dans un marathon d'entrevues. Il y a des gens partout, il y a des invités partout, des artistes. Oui, il faut être en forme, mais j'adore le sport. On va vous tenir au courant pendant toute la saison estivale de tout ce qui se passe ici dans la région au niveau sportif, culturel et au niveau de l'actualité aussi. Et parlons d'actualité, Catherine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actualité ici dans la région de Laval cette semaine? Alors, cette semaine, je vais vous parler de la soirée gala hommage aux bénévoles, aussi du programme Père et d'une collection de livres faits pour tous. Mais je ne vous en dis pas plus. Parfait. Mais c'est intéressant que tu parles de livres parce que je sais que toi, Sarah, tu es une vraie fan de livres, mais tu ne vas pas nous parler de ça. Tu vas nous parler de sport. Évidemment, on ne peut rien te cacher, Inès. Je vous parle de sport cette semaine, je vous parle de volleyball, on parle de hockey, je vous parle des jeunes bénévoles de Laval ainsi que de la marche contre la sclérose en plaques. Catherine, tu nous parles d'une soirée hommage aux bénévoles. Oui, exactement. Je me suis entretenue avec Justine Leroux au sujet de la 28e soirée gala hommage aux bénévoles qui a lieu le 1er mai dernier. Je vous laisse l'écouter. Le 1er mai s'est déroulé à la salle André Mathieu, la 28e soirée gala hommage aux bénévoles. Pour nous en parler davantage, j'ai en ma compagnie Mme Justine Leroux, agente d'information aux communications de la Ville de Laval. Madame Leroux, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Merci. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que la soirée hommage aux bénévoles? Oui, la soirée hommage aux bénévoles, dans le fond, c'est l'occasion de dire merci à tous les bénévoles lavallois qui donnent sans compter à la communauté. Hommage aux bénévoles, c'est un événement qui a lieu toute l'année, dans le sens que nos bénévoles travaillent fort tout au long de l'année. Et rendu au mois de mars, les gens jusqu'au début mars, les gens d'organismes à but non lucratif lavallois peuvent soumettre une candidature d'un bénévole qui voudrait voir être mis en nomination. Il y a plusieurs catégories qu'on reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, après ça, il y a un jury de sélection qui va vraiment analyser toutes les candidatures. Puis, lors de la soirée gala hommage aux bénévoles, les nominés sont tous présents, mais les grands gagnants, les lauréats, sont dévoilés. Et comment les nominés sont-ils sélectionnés? Oui, bonne question. Il y a un jury de sélection de 9 personnes dont fait partie des bénévoles des années antécédentes, des bénévoles lauréats qui ont gagné hommage aux bénévoles, plus que des gens également de la Ville de Laval qui travaillent au niveau de la vie communautaire, qui travaillent étroitement avec ces organismes-là. Donc, ils sont ensemble, ces 9 personnes-là, pendant 2 soirées. Ils vont étudier de A à Z toutes les candidatures reçues par les organismes lavallois. Et cette année, par exemple, nous avons reçu 104 candidatures, ce qui est quand même beaucoup. Une bonne année, oui. Exactement. Et à la fin de ce 2 jours qu'ils ont étudié toutes les candidatures, bien, il y a des grands gagnants. Ça fonctionne avec un système de pointage et tout. Et ces gagnants-là seront dévoilés lors de la soirée gala hommage aux bénévoles. Okay. Et combien y a-t-il de bénévoles nominés versus les lauréats? Oui, on pourrait dire qu'il y a environ 32 bénévoles qui sont nominés versus 104 candidatures qui ont été soumises. Puis, s'ajoute à ça, il y a il y a l'organisme de l'année et l'événement de l'année au niveau des organismes lavallois.
OK. Et comment les gagnants sont-ils choisis? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Oui. Oui, il y a de nombreux critères de sélection. Dans le fond, quand les gens des organismes remplissent la feuille de candidature pour nominer un bénévole dans leur organisme, il y a vraiment, c'est un questionnaire de 2 pages avec 5-6 questions. On demande vraiment pourquoi c'est leur bénévole, c'est quoi le rayonnement au niveau de l'organisme, qu'est-ce qu'il a fait concrètement, combien d'heures de bénévolat il a mis. Bref, plusieurs questions afin qu'on puisse vraiment avoir un aperçu global de ce que fait le bénévole au cours de l'année. Et ensuite, le jury peut sélectionner les gagnants. Exactement. Et comment décririez-vous l'importance des bénévoles pour la Ville de Laval? Les bénévoles, c'est quelque chose de vraiment important que souvent on oublie parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Mais c'est des gens qui donnent sans compter, qui comptent pas les heures, qui sont dévoués, puis qui apportent un apport inestimable au sein de la communauté que des gens qui travaillent au quotidien, qui sont pris dans le droit, n'ont pas le temps. Fait que ces gens-là, c'est des gens généreux qu'on veut mettre leur travail en lumière parce qu'on dit qu'ils travaillent souvent dans l'ombre. Puis c'est un apport qui est pas compté. C'est des gens qui vont donner, puis qui vont apporter des choses concrètes que des organismes, que des partenaires, que la Ville de Laval ne pourrait pas nécessairement apporter. Exemple, quelqu'un qui va aider, qui va accompagner quelqu'un dans des rendez-vous chaque jour, quelqu'un qui va des accompagnants naturels, bref, des trucs comme ça. C'est des gens qui veulent donner sans recevoir. Exactement. C'est beau de voir ça. C'est quoi les différentes catégories qu'on y retrouve? Parce que vous avez quand même plusieurs différentes... Oui, j'ai apporté également aujourd'hui le programme de la soirée qui a lieu le 1er mai, 1er mai dernier. Donc, on a dans la première catégorie qui est la vie de quartier, loisirs et vie communautaire, sport, plein air, art, culture et communication, jeunes bénévoles. On doit dire qu'on a une catégorie pour les jeunes bénévoles de 18 ans et moins. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux, combien? Ils sont nombreux. Nous avons reçu une douzaine de candidatures, ce qui est beaucoup versus les 104 candidatures que nous avons reçues pour une seule catégorie. Puis c'est des jeunes qui sont vraiment dégourdis, qui sont super dynamiques, puis qui donnent beaucoup, malgré les études, malgré la famille, malgré les amis. Fait que c'est beau à voir. Ils peuvent le donner dans quel sens? Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer? Oui, ça peut être des projets d'aide aux devoirs, ça peut être des projets d'aide dans un parc, ça peut être la revitalisation d'un certain quartier. Fait que c'est des jeunes souvent qui vont aider aux autres jeunes, aux plus jeunes, aux aînés, des fois qui vont accompagner les aînés pour faire des aînés pour faire des courses, des trucs comme ça. Puis également, on a la catégorie prix spécial jury, prix spécial événement organisme, reconnaissance 25 ans, qui est toute une catégorie. Donc, c'est des gens qui ont fait au moins minimum 25 ans de bénévolat. Et avez-vous un maximum, quelqu'un qui a atteint 40 ans de bénévolat? Non, on les prend tous, mais souvent, la reconnaissance, c'est 25 ans, mais on peut voir des gens qui ont fait 40 ans, 45 ans de bénévolat, ce qui est énorme. Wow! Et maintenant, c'est quoi vos objectifs pour la prochaine année? Oui, nos objectifs pour la prochaine année, bien, c'est de reconduire, je dirais, l'événement encore une fois, d'offrir également une soirée gala à la hauteur des attentes des gens qui sont présents. Puis la soirée gala, c'est comme une façon, c'est une soirée. Cette année, c'était Ima qui était là, qui a pigé dans son répertoire, dans ses meilleurs succès, qui était là. C'est d'offrir un cadeau, d'offrir un moment pour remercier ces bénévoles-là, gagnants ou non gagnants. Guy Mongrain anime également. Donc, la soirée, c'est un animateur chevronné. Oui. Donc, c'est super intéressant pour eux. Fait que c'est vraiment de leur offrir une soirée à la hauteur de ce qu'ils donnent à la communauté. Et c'est quoi le processus pour quelqu'un qui aimerait devenir bénévole? Oui, bien, au niveau du bénévolat, à Laval, il faut dire qu'on a plus de 600 organismes à but non lucratif. Donc, quelqu'un qui voudrait faire du bénévolat, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit s'il connaît déjà un organisme, de se présenter, d'offrir son aide. Sinon, ça peut être d'aller au centre de bénévolat de Laval, qui est une porte d'entrée, ou sinon de se présenter au bureau municipal lavallois de son quartier, dont les coordonnées sont sur le site Internet de la Ville, afin de voir quels sont les organismes de son secteur. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Leroux, d'être venue à l'émission. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Très intéressant, effectivement, de voir autant de personnes se dévouer à des causes et de façon bénévole. Et là, on va y aller en sport, parler de volleyball. Oui. Effectivement, on parle de volleyball aujourd'hui. Je me suis entretenue un peu plus tôt avec Alexandra et Catalin Bumbu. Ils sont tous deux très impliqués au sein de la communauté sportive de Laval, mais plus précisément en volleyball. Alors, question de votre culture générale, je vous parle de volleyball. C'est un sport collectif qui met en jeu 2 équipes de 6 joueurs ou joueuses qui sont séparés par un filet. Le match se joue avec l'aide d'un ballon, évidemment, sur un terrain de 18 mètres de long
long par 9 mètres de large. Le volleyball est un sport né en 1895 aux États-Unis et c'est un dénommé William Morgan, un prof d'éducation physique, qui a eu l'idée de, dans le fond, développer ce sport. Et il cherchait une activité annexe au football américain. La première compétition mondiale de volleyball a eu lieu en 1908 et c'était aux Jeux asiatiques de Manille, excusez-moi. Et aujourd'hui, il y a plus de 260 millions de pratiquants de volleyball dans le monde et ce qui fait du volleyball un sport très populaire. C'est beaucoup de personnes pratiquent 200 millions, c'est énorme. Oui. Est-ce que tu pratiques du volleyball, toi? Pas moi, personnellement, mais j'ai plusieurs amis qui en pratiquent de façon régulière. Oui, exactement. Donc, dans le fond, on y va à l'entrevue. Vous allez voir ça à l'instant. Bonjour à tous, ici Sarah Bibot et je suis présentement en compagnie d'Alexandra et de Catalin Bumbu, tous les deux très impliqués au sein de la communauté sportive de Laval en volleyball féminin. Alors, bonjour à vous deux, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, très bien. Oui, je suis très heureuse de vous recevoir en studio avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, vous faites tous les deux partie de l'Association régionale de Laval de volleyball. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça implique pour vous faire partie de cette association? Un des deux, Alexandre. Moi, je peux vous dire, je suis impliqué dans l'association depuis 2 ans. Puis c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir. On a comme 3 entraînements semaine, 2 heures par entraînement, plus les matchs en fin de semaine ou des matchs dans la semaine. Mais c'est vraiment, vraiment étonnant voir les filles grandir puis accumuler des connaissances en volleyball. Donc vous êtes entraîneur pour l'équipe de Laval, l'équipe dans le fond, pas élite, mais... Moi, je suis entraîneur pour l'équipe des nomades, 15-17 ans. Alors, on a superposé 2 groupes d'âge. On a fait une grosse équipe pour nous entraîner, mais on participe avec les filles cadettes, ça veut dire 16 ans et moins. On participe dans des tournois, puis avec les juvéniles, ça veut dire 17 ans et moins, on participe dans des tournois juvéniles. Puis toi, Alexandra? Moi, je suis assistant entraîneur dans la même équipe et aussi je suis entraîneur à une équipe juvénile, une équipe Benjamin, en fait. Équipe Benjamin de l'École internationale, oui. Oui, et puis dans le fond, toi, en plus, tu es étudiante à l'école secondaire Regina. Qu'est-ce que ça implique pour toi, dans le fond, tout essayer d'organiser ton horaire en fonction de tes entraînements, puis tout ça? Ça implique, en fait, je fais du volleyball là, tous les jours. Et le mercredi, je fais un entraînement et aussi je fais tous les entraînements avec Cataline. Puis, j'ai pas beaucoup de temps libre, mais c'est vraiment le fun. Donc, dans le fond, les deux, vous êtes de très grands amateurs de volleyball. Qu'est-ce qui fait en sorte que le volleyball, pour vous, c'est votre sport? Vous vous dites, moi, c'est le volleyball et rien d'autre. Moi, j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais l'âge d'Alexandra, plus ou moins. Puis j'ai commencé dans l'équipe scolaire. À un moment donné, j'ai renoncé. J'ai dit, OK, c'est beaucoup pour moi. Je voulais me concentrer sur les études. Mais une fois qu'Alexandra est entrée dans son secondaire 1, il y avait à l'école Regina, il y avait un camp de volleyball, un camp de sélection. Elle a voulu participer, puis depuis, je suis dans le volleyball avec elle. Moi, ça remonte justement en secondaire 1 quand je suis allée au camp. Au camp d'entraînement, oui. Oui, j'ai aimé ça. Puis quand j'ai été sélectionnée, j'étais vraiment contente. Puis après ma première année, j'ai tellement aimé ça que j'ai pas voulu arrêter. Puis j'en ai fait encore plus à chaque année. Dans le fond, tu as suivi un peu les traces de ton papa. Puis, présentement, vous êtes tous les deux, comme j'ai dit tantôt, dans l'Association régionale de volleyball de Laval. Et, Catalin, tu vas avoir ton niveau 2 d'entraîneur d'ici une semaine environ? Je vais avoir ma certification niveau 2. C'est beaucoup d'efforts, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir parce que maintenant, je peux donner aux filles exactement ce qu'elles ont besoin. Au début, n'importe qui peut être entraîneur, mais au début, tu essayes des recettes. Là, tu es encadré, tu sais exactement quoi demander, puis
les filles savent aussi qu'est-ce qu'elles veulent, puis comme ça, on fait la soupe du volleyball. Puis, Alexandra, dans le fond, toi, tu as ton niveau 1, tu entraînes des jeunes filles et tu es aussi assistante entraîneur pour l'équipe de Laval. Je me demandais, comment est-ce que tu inities les jeunes au volleyball? On a eu l'occasion de se rencontrer d'ici quelques semaines passées, puis tu m'avais montré quelques rudiments de base du volleyball. Est-ce que c'est toujours valable lorsque tu entraînes des jeunes filles? Oui, c'est sûr, mais le plus important, c'est la base. Et aussi, c'est vraiment important que les jeunes aiment le volleyball pour qu'ils continuent à en faire. Alors, j'essaie d'inclure plusieurs sortes de jeux dans mes pratiques, comme parfois, je leur fais faire du soccer volleyball. En fait, j'essaie d'inclure tous les autres sports dedans pour c'est bien. Tous les goûts. Donc, tous les sports, dans le fond, est-ce que tu leur apprends... Ça serait quoi la base pour toi? Dans le fond, je leur apprends les touches, les manchettes, toutes les choses de base pour jouer au volleyball. Et ensuite, j'invente des règles à d'autres jeux pour inclure ces choses-là. Par exemple, faire des touches dans un panier de basket, puis on joue au basket, mais juste en faisant des touches. Oh, mais c'est très... Mon Dieu, c'est une façon très imaginative en même temps d'entraîner. Tout le monde connaît plus ou moins le basketball. Tout le monde a un panier dans sa cour ou devant la... C'est un sport plus connu que le volleyball, plus populaire. Puis on essaie au début d'intégrer puis de faire découvrir le volleyball. Parce que le réflexe, c'est pas de faire une touche, c'est se débarrasser du ballon le plus vite. Mais petit à petit, on les apprend. Avec le temps, on devient un petit peu plus... Alors, au début, c'est vraiment le plaisir qui prime surtout. Donc, à travers cette entrevue, je m'aperçois que le volleyball occupe une très grande place dans votre vie, au sein de votre famille. Est-ce que c'est le cas? Oui, vraiment. Oui, donc Catalin, Alexandra et ta sœur aussi jouent au volleyball. Oui. On est toute la famille impliquée, même la maman. Même la maman, mais mon Dieu. Alors, malheureusement, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Ce fut vraiment un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'espère bonne chance dans votre poursuite et aux Jeux du Québec. Et merci beaucoup d'avoir été en studio avec nous. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci beaucoup pour l'entrevue. Et Catherine, tu t'es entretenue avec qui pour le deuxième volet de l'actualité? J'ai parlé avec Mme Geneviève Morin des bibliothèques de Laval pour discuter d'une collection faite pour tous. Et comme le dit le nom, la collection s'appelle « Collection pour tous ». Alors, on va aller écouter l'entrevue. Pour nous parler de la collection pour tous, un projet qui vise à promouvoir le plaisir de lire, j'ai en ma compagnie Mme Geneviève Morin des Bibliothèques de Laval. Madame Morin, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer quelle est exactement la collection pour tous? Oui, bien sûr. La collection pour tous a été créée, dans le fond, pour tous les Lavallois et Lavalloises qui veulent découvrir le livre par le plaisir. Donc, c'est des livres qui ont été sélectionnés, c'est des livres qui ont des belles photos, des belles images. Qui sont le fun à regarder. Qui sont le fun à regarder. On en a des exemples ici. Qui sont mises en page aérée, qui n'ont pas trop de texte. Donc, c'est vraiment, on a le goût d'y prendre, puis d'aller les emprunter ou de les regarder sur place. Donc, c'est vraiment une collection qui a été sélectionnée parmi la collection qu'on a déjà en bibliothèque, et il y a des nouveaux titres. Oui. Donc, voilà. Puis, elle a été retirée. Donc, elle a été mise en évidence dans les bibliothèques, bien en évidence, collection pour tous et accessible pour tous les citoyens de Laval. Et en quoi est-elle différente des autres collections? En fait, justement parce qu'elle est plus facile d'accès. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans les rayons puis chercher exactement quelle section, les chiffres. Oui, c'est ça, avec la code Dewey. On a ici une rubrique. Fait que c'est un mot à la place de la cote. Donc, c'est plus facile à repérer. Donc, c'est des documentaires. On va retrouver des documentaires sur tous les sujets, le jardinage, les arts, l'histoire, la rénovation, le cinéma, les voyages, pardon. Fait que c'est vraiment, ça couvre tous les sujets. Tous ces volets-là. Puis, donc, sont déjà
à une place, puis donc c'est facile d'accès. Et je vois que vous avez le livre de Geneviève Borne, et je suis curieuse, pourquoi son livre? Qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, on y va avec justement les images. C'est un livre de voyage, donc les images sont très belles. Puis c'est une petite description, tu sais, pas beaucoup de texte, donc tout simplement parce qu'il est agréable à regarder. Puis évidemment, Geneviève Borne, on la connaît, donc tu sais, on est plus porté, curieux. Oui, c'est ça. Et je trouve des fois c'est plus agréable et plus facile pour nous de vouloir juste vite regarder le livre. C'est moins décourageant. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment, la collection est vraiment axée sur le plaisir du livre. Puis, c'est un autre objectif, c'est de faire un tremplin peut-être avec cette collection-là, d'aller vers les autres collections qui sont en bibliothèque. Donc, c'est une porte, là, une porte d'entrée. Là. Et à quel public, à quelle clientèle est-ce que vous vous adressez? En fait, c'est vraiment, c'est une collection qui est pour tous. Donc, ça s'adresse vraiment à tous les Lavallois et Lavalloises qui veulent venir à la bibliothèque emprunter des documents ou les consulter sur place. Qui veulent se divertir. Qui veulent se divertir, oui, exactement. Et maintenant, parlez-nous de l'événement en partenariat avec le groupe Alpha Laval qui aura lieu le 17 mai à l'occasion de la Semaine de la famille. Plaisir partagé. Oui, exact. Oui. C'est un événement, on fait un lancement. Dans le fond, c'est c'est un partenariat avec le groupe Alpha Laval. Oui. Donc, on veut mettre en valeur le travail des apprenants du groupe Alpha Laval parce qu'ils ont travaillé sur un recueil de textes. Donc, ils ont fait des ateliers d'écriture et ils ont créé un recueil. Et nous, on veut vraiment les féliciter. Donc, on fait un lancement et on va montrer toutes les étapes du travail que ça demande aux apprenants qui sont en voie d'alphabétisation. Fait que c'est dans le cadre des semaines la Semaine des familles. Donc, voilà. Et dans cette journée, cet après-midi. C'est quoi le déroulement? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on va avoir Madame des Trois-Maisons, qui est la conseillère municipale de Duvernay-Pontvio, qui va venir nous dire quelques mots. Et ensuite, on va avoir aussi Madame Francine Labrie, qui est une auteure de littérature jeunesse, qui va venir nous faire la lecture le livre de grand-papa. Un conte. Un conte, oui. Un conte. Et ensuite, il va y avoir un échange avec les participants, donc des questions pour savoir sur le cheminement de leur travail et des étapes à travers lesquelles ils ont dû passer. On a également M. François Brassard qui va être là, qui est le coordonnateur du groupe Alpha, qui va venir nous parler aussi un petit peu de tous les problèmes, les problématiques des gens qui sont en alphabétisation et tout ça à Laval. Et ensuite, nous, on va parler un peu de notre rôle des bibliothèques, notre collaboration avec ces organismes-là. Donc, voilà. Et cet événement a lieu à la bibliothèque Germaine-Guévremont. Ça se déroule le 17 mai à 1h30. Donc, on invite toutes les familles, tous les gens qui sont intéressés à prendre conscience aussi de cette problématique. Et voilà, tout le monde sont invités à venir à la bibliothèque Germaine-Guévremont jeudi le 17 mai à 1h30. Tout le monde est la bienvenue. Oui, oui, tout à fait. Et où peut-on obtenir plus d'informations sur l'événement, si jamais on va aller... Oui, sur le portail des bibliothèques. Il y a le Facebook aussi des bibliothèques. Donc, il va y avoir toutes les informations sur ces sites. Ouais. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Morin, d'être venue à l'émission. Merci. Très intéressant comme collection, Catherine. Oui, ça m'a vraiment permis de découvrir une collection agréable et facile à lire. Eh bien, merci beaucoup. On va aller tout de suite rejoindre Sam qui va nous parler de Patrick Normand. Ben oui, Anne-Marie Quiroy qui était du côté de Marcelin-Champagnat il y a de ça quelques jours. Et elle a rencontré Patrick Normand qui nous présentait son tout dernier spectacle pour son 28e opus en 42 années de carrière. C'est quand même pas rien pour un artiste, que ce soit québécois ou international. Il n'y a pas grand monde qui se rend dans 42 années de carrière. Et l'amour n'a pas d'adresse, le titre de son dernier opus. Et il nous parlait un peu de cet album étant comme un medley de toutes ces chansons. C'est comme un spécial, demande spéciale
spécial. Et il a décidé de refaire ça pour donner un peu de rappeler les gens et remercier les gens qui l'ont suivi durant toutes ces années. Et je peux vous dire, comme Madame Rose et 6h moins quart, de grands hits pour Patrick Normand se retrouvent sur l'album. Et Anne-Marie Kiroy, qui l'a rencontré, qui nous parlait aussi, Patrick Normand, de l'album étant comme un album, s'il y allait avoir de l'âme dedans, bien, il fallait avoir tous les musiciens dans le studio avec lui. Il n'était pas question d'avoir chacun à enregistrer leur propre partition séparément. Fait que ça donne un excellent album, un excellent spectacle. Alors, je vous laisse sur l'entrevue qu'Anne-Marie a concoctée avec Patrick Normand. Alors, on se trouve aujourd'hui au théâtre Marcellin Champagnat à Laval. Je suis en compagnie de Patrick Normand. Bonjour. Salut, Anne-Marie. Donc, on est en compagnie de Patrick Normand qui fait son spectacle ce soir au théâtre dans le cadre de sa tournée L'amour n'a pas d'adresse. C'est une tournée qui a commencé au mois de septembre. Alors, comment se passe la tournée depuis le début? Ben, écoutez, ça a commencé avant. Je dirais même que ça a commencé en janvier 2011. Mais on a eu un arrêt à cause que j'ai eu certains problèmes de santé l'été dernier. Et puis cet album-là, aussitôt que je l'ai terminé, c'est là que j'ai découvert qu'il fallait que je subisse des pontages. Alors, mais c'est un album c'est mon tout dernier, c'est mon plus récent, mais je le qualifie d'une commande spéciale, cet album-là, parce que les gens, après chacun de mes spectacles, ceux qui désirent me rencontrer, je les rencontre. Contrairement à Elvis, je suis le dernier, moi, parti. Et les gens qui viennent nous voir, pour bref jaser, des témoignages, il y a plein de choses qui se passent dans ces moments-là. Et il y en a plusieurs qui nous demandent est-ce que vous avez telle ou telle chanson, ou il y a une chanson qu'on cherche, elle n'est plus disponible, ça fait longtemps qu'on la cherche. Eh bien, on a retenu les titres qui revenaient le plus souvent. On en a fait une liste. Et on a bâti l'album autour de cette liste-là. C'est pour ça que je le qualifie un peu comme commande spéciale. Les demandes spéciales de vos admirateurs. C'est ça, et voilà. Et puis, mais quand même, il y a plusieurs chansons que j'ai jamais enregistrées au préalable, par exemple. Là-dessus, il y a comme 1000 après 1000. 1000 après 1000, j'avais jamais enregistré cette chanson, sauf avec René Martel en duo, il y a quelques années. Mais à part de ça, j'ai jamais chanté cette chanson. Et les gens me la demandaient. Alors, j'ai décidé de la faire sur l'album. Pour l'écouter à la maison, pas juste dans les spectacles. Exactement. Puis, il y a aussi les gens... il y a aussi un de mes amis qui était à la retraite maintenant, qui était réalisateur à TVA pendant toute sa vie. Il était aux variétés. C'est comme ça que je l'ai rencontré. D'ailleurs, il a réalisé Pierre Laberge. Pierre Laberge, Laurent Chawelé, l'émission Jeunesse, et ça tourne. Enfin, il était aux variétés là, toute sa vie. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis on a demeuré amis tout ce temps-là. C'est une amitié qui dure depuis plus de 40 ans. Et il s'est mis à l'écriture depuis qu'il est à sa retraite. Puis il m'a envoyé ce texte, L'amour n'a pas d'adresse. J'ai aimé beaucoup le thème. J'aimais ça. Alors j'ai fait la musique dessus. C'est devenu le titre de l'album. Il y a aussi... Une des deux pièces inédites de l'album. Voilà. Il y a une autre chanson qui vient de Francine Raymond. Ça s'appelle « Viens danser ». Une belle chanson. Puis quand elle m'a proposé cette chanson, j'avais l'impression qu'elle avait écrit pour moi cette chanson. Elle est remplie de bonheur et d'amour, comme Francine Raymond d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été un fan de Francine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a aussi une chanson qu'on a fait en hommage à Jean Ferrat il y a quelques années à Québec. Et j'ai interprété cette chanson, Mon vieux. Et depuis que je l'ai chantée, c'est impossible pour moi de ne plus la chanter maintenant. Elle fait partie de moi. C'est une chanson. Elle me touche profondément. J'ai décidé de la mettre sur l'album. Ah ouais, très belle interprétation. Ouais. Mon vieux, c'est une chanson qui est vraiment superbe. Alors, quand on fait le tour de l'album, c'est vraiment un bel album. Et c'est qui je suis aussi. Ce sont des chansons, il y en a beaucoup dans ça que j'ai revues. Au goût d'aujourd'hui. J'ai pas changé les arrangements. On a juste donné notre feeling d'aujourd'hui sur ces pièces. C'est un album que vous avez enregistré de façon aussi, on pourrait dire, vieille école, tous les musiciens en même temps. Oui, tout le monde en même temps. Gilles Valiquette a été assez gentil d'accepter encore la réalisation de cet album-là. Et c'est tout le monde qui joue en même temps. On prenait les meilleures prises de chacune des pièces. Il n'y a pas d'overdub, ou à peu près pas là-dessus. Non, c'est ça.
Ça, c'est quand on rajoute des instruments après l'enregistrement primaire. Et puis, ça a été vraiment un beau moment. Mais par contre, à travers l'enregistrement de cet album-là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me buguait, je ne sais pas pourquoi, j'avais un genre de feeling. Et puis, ça s'est concrétisé à peine 2 semaines après l'enregistrement de l'album. J'ai été subir des tests, j'ai eu quelques pressions au niveau de la poitrine, puis j'ai été subir des tests. C'est là que j'ai appris qu'il fallait que je subisse des pontages hauts. Moi, je me considère comme un homme en forme. J'ai toujours fait du ski de fond, de la marche, de la raquette, du vélo. C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs. J'ai un cœur qui est en excellente condition. Et j'ai pas fait d'infarctus. Ils m'ont pris à temps. Ils ont juste corrigé la trajectoire. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'ai été voir mon cardiologue il y a quelques semaines. Et puis il m'a dit que tout est parfait, tout est numéro 1, que je peux reprendre ma vie, la vie normale d'un homme de 65, qu'il a bien précisé. Oui, madame, depuis mon opération, vous m'avez rajeuni de 15 ans, alors j'ai juste 50. C'est ça, vie normale, mais quand même, vous avez toute une vie occupée où vous vous promenez à travers le Québec. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies. Ouais, c'est beaucoup. Ça fait quand même, depuis 69, que je m'appelle Patrick Normand, parce que mon vrai nom, c'est Yvon Etier. Et ça fait plus de 43 ans que je fais le métier, mais moi, en tant qu'Yvon Etier, ça fait plus longtemps que ça encore, parce que je me souviens, j'avais 14, 15, 16 ans, puis je jouais avec des bandes à l'école. J'ai toujours été dans la musique, ça a toujours été ma drive, sur la musique. C'est pour ça que là, vous continuez malgré tout. Il n'y a pas question que j'arrête non plus. Je carbure à ça, moi, tant que la santé va me le permettre, c'est sûr et certain que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire chanter, jouer de la guitare, faire de la musique, puis le partager aussi. Un bonheur, c'est un très grand bonheur pour moi de faire ça, mais le bonheur, ça vaut rien si tu le partages pas. Si tu gardes ça pour toi, ça vaut... Non, c'est ça. Et les gens vous suivent beaucoup parce que les salles sont pleines à travers le Québec. Partout. On donne plein de supplémentaires. Ah, c'est incroyable. Vraiment, là, je suis un homme béni. Oui. Puis c'est ça, justement, pour obtenir toutes les dates des spectacles. Elles sont disponibles sur votre site Internet, patricknormand.ca. Et je présente ici l'album L'amour n'a pas d'adresse. L'amour n'a pas d'adresse. Un album que vous pouvez vous procurer dans tous les magasins de musique, en ligne, disponible aussi, sur iTunes, Archambault. Mais bon spectacle ce soir au Théâtre Marcellin Champagnat. Et puis, merci d'être venu me rendre visite. C'est gentil. Ça fait plaisir. Merci. C'était Patrick Normand. Merci. Salut. Alors, Sarah, tu nous parles du match des étoiles belles. Effectivement. Younes, dans le fond, tu étais présent le 29 avril dernier au match des étoiles belles. Dans le fond, c'est un match de hockey qui regroupe une équipe des anciens Canadiens de Montréal ainsi qu'une équipe formée au sein du C3S de Laval. On regarde ça à l'instant. On se trouve présentement au Colisée Laval où a lieu cette 3e édition du match des étoiles belles. Des anciens joueurs du Canadien de Montréal vont affronter les membres du C3S de Laval et tout ça pour amasser des dons pour la Fondation Cité de la Santé qui viendra en aide à de nombreux hôpitaux dans la région de Laval. Alors ici, je suis vraiment avec des fans, mais des vrais fans là, de hockey, des petits fans. Là, comment vous trouvez le match jusqu'à date là? C'est vraiment bon. J'aimais le premier but. C'était... Je l'aimais trop. Tu l'aimais trop. Alors le premier but, tu l'aimais beaucoup. Et toi, quel but t'as préféré le plus?
Le premier aussi. Le premier aussi. Vous tous le premier. Et là... Deuxième. Oh, maintenant c'était bon. Et là, c'est qui votre joueur préféré, là? De Canadiens, les old-timers. Oh! Ça, c'est un très bon joueur, ça. Oui, mais moi j'aime les Piquet Souban. Piquet Souban, ça, c'est ton préféré. Parfait. Et toi? J'aime Pacioretty. Guy Lafleur. Guy Lafleur, l'entraîneur du Canadien de Montréal aujourd'hui. Là, c'est quoi la prédiction d'ici la fin? Qui devrait gagner le match? Là, c'est serré, là, les gars, là. Les Montréal Canadiens, je dirais. Les Canadiens de Montréal. Les Canadiens. Les Canadiens. Alors, on a ici les Canadiens de Montréal qui devraient remporter ce match. Mais on va voir à la fin. C'est bon? Je vais venir vous revoir à la fin pour voir ça. Alors, on s'en va dans le vestiaire du comité du C3S qui vient de terminer la première période. Et ils sont ici en train d'attendre pour commencer bientôt la deuxième période. Et ici, on a des joueurs qui se sont quand même très bien débrouillés pendant la première période, n'est-ce pas? N'est-ce pas, certainement. Là, le coach, à la première période, nous dit, les boys, analysez le jeu, jouez pas trop fort, laissez-les cogner un peu, mais revenez fort en deuxième. Fait que les boys, on casse les hockey puis on garoche. Let's go, come on! La dureté du mental! C'était une stratégie. C'était juste une stratégie. Ils les ont laissés venir vers le filet, mais la deuxième et la troisième période, ils vont complètement détruire cette équipe. Ouais, on y va, les boys, hein? Le cœur à l'ouvrage. Let's go, on est capable. Ben, il y a au moins la motivation. Pour le reste, on va voir. Et là, il y a eu de très bons joueurs ici. Vous avez très bien joué et vous avez été aussi dans la série de Québec-Montréal, si je me trompe pas. À la pratique. À la pratique. Mais j'ai pas fait l'équipe. Puis comment vous avez trouvé la première période jusqu'à date? Ça va vite, ça va vite. Les gars patinent. Vous les trouvez bons, les joueurs du Canadien de Montréal? Ils sont-tu pas pires ou... Non? Ils sont encore en shape. Encore en shape. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les deux prochaines périodes? Score plus de buts, puis on va essayer d'égaliser la partie en deuxième. Ben, je vous le souhaite. Bonne chance. L'autre aussi. Merci. Là, pour votre équipe, une première période, vous vous êtes bien débrouillé, là. Une période d'ajustement. On est opportuniste, on a compté quand c'était le temps. Puis là, il faut mieux jouer défensivement un petit peu, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on va s'attendre aux deux prochaines périodes? Les gars sont confiants, ils ont l'air d'être heureux, puis ils ont du plaisir, c'est ça qui compte. Parfait, merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance pour les deux prochaines périodes. Merci. Et pourquoi pas rattraper le score puis gagner le match. Parfait. Ça, c'est du positif. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez être capable de maintenir la cadence jusqu'à la fin? On va essayer. Moi, ça dépend toujours de Normand Dupont, ça dépend de mon joueur de centre. C'est lui la pièce maîtresse. Normand Dupont, oui. Lui, moi, je reste à l'aile. Je patine pas trop. Moi, on m'a toujours dit bien me placer sur la patinoire. Mais on va être capable. Les deux prochaines périodes, on va maintenir la cadence. Je te le promets. C'est une stratégie, ça. C'est tout bien fait. Vous vous êtes parlé avant le match. Toujours la même stratégie. Pas trop patiner, lancer au filet. Puis on a Richard Sévigny qui fait les arrêts. Ça, c'est important. Tu sais, dans n'importe quoi, n'importe quelle équipe, ce qui est important, c'est le gardien. Puis on a arrêté pas mal, là. Oui, Richard, c'est un jeune de 20 ans dans un corps d'un gars de 60 ans. Texte, t'as vu? Oui, il n'y a aucune pression, ce gars-là. Hey, merci beaucoup, Dave. Merci. Que pensez-vous de votre équipe, là, de la prestation de la première période? Ça pourrait être mieux, mais au moins, on a une coupe de buts d'avance, ça que c'est bien. Qu'est-ce que ça vous fait de vous rencontrer tous à nouveau ici? Ben, c'est vraiment plaisant d'avoir l'opportunité de se rencontrer, puis essayer de ramasser le plus de fonds possible aux différents organismes. Alors, pour nous autres, on a fait ça toute notre vie, puis on aime ça faire ça. Ça fait que,
on s'amuse. Là, il y a beaucoup de joueurs qui sont très bien joués. Sont-tu aussi en forme qu'avant? Je ne penserais pas. C'est ça ce qu'ils m'ont dit. Ils pensent que oui, là, mais je ne penserais pas. Hey, j'ai une question un petit peu. Ça va rester entre vous et moi. Okay. Qui va gagner la Coupe Stanley? À date, là, il n'y a plus d'équipe canadienne. Peut-être Saint-Louis, peut-être? Saint-Louis? Oui, peut-être. On va voir. Hey, merci beaucoup et bonne chance pour le reste. Alors, on est ici avec d'autres fans. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des fans des Canadiens de Montréal. Mais vous, là, vous êtes des vrais fans. Ben oui, c'est certain. Oui, des vrais. Moi, j'ai un de mes amis, Richard Sévigny, avec qui j'ai joué quand j'étais jeune. J'ai joué avec lui. Et justement, qu'est-ce que ça vous fait de le revoir ici même? Ben, j'avais 14 ans, puis il m'avait dit un jour, je vais jouer pour le Canadien. Lui, il a réussi. Parce que moi, j'ai pas pu, mais en tout cas. C'est pas grave. Ben, au moins, on va l'encourager très fort. On leur souhaite bonne chance. Qu'est-ce que vous vous attendez pour les deux dernières périodes? Ben, qui s'amusent, comme la première. Ils s'amusent beaucoup, puis c'est le fun. Tout le monde rit, on a du plaisir. C'est pour une bonne cause, hein? C'est pour une bonne cause. C'est pour la cause et du plaisir aussi. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de match, vous autres aussi. Ça nous a fait plaisir. Au revoir. J'ai eu beaucoup de plaisir avec tous ces joueurs-là. Et Catherine, tu t'es entretenue avec un policier. Oui, je me suis entretenue en fait avec le sergent François Dumais pour nous parler d'un service d'appel automatisé conçu pour les aînés, un service d'appel qu'on appelle le programme PER. Je vous laisse écouter l'entrevue. Notre prochain invité de l'émission est le sergent François Dumais qui vient nous présenter le programme PER de la Sûreté du Québec. Sergent Dumais, comment ça va? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, pouvez-vous d'abord nous expliquer qu'est-ce que le programme PER? Le programme PER, c'est un programme qui a été lancé il y a un peu plus de 20 ans. C'est un programme qui permet à des gens qui en ont besoin, on parle souvent de personnes âgées, des gens qui sont en perte d'autonomie, ça leur permet de s'inscrire à ce programme-là qui est un service d'appel téléphonique. Dans le fond, les gens donnent leurs coordonnées à ce service-là, puis c'est un ordinateur qui appelle les gens à l'heure prévue à tous les jours. Donc, tous les jours? Tous les jours. Okay. C'est sûr là, que certaines contraintes, parfois, que le système ne fonctionnera pas, mais tous les jours, les gens, quand ils s'inscrivent, savent les jours, puis ces jours-là sont prédéterminés. L'heure d'appel également est déterminée par les gens qui s'abonnent au programme. Donc, à tous les jours, par exemple, si vous décidez que c'est à 8 heures le matin, tous les jours, 8 heures le matin, le téléphone sonne à votre domicile. Vous répondez, c'est un message là, qui vous est passé. Oui. Puis, comme vous avez répondu, il n'y a pas de système d'alarme qui est enclenché. Si, par contre, à un moment donné, le téléphone ne répond pas, donc, à partir de ce moment-là, le système tombe en mode alarme. Donc, on passe à l'étape B. Lors de votre inscription, vous aurez donné les coordonnées d'une personne ressource, soit un voisin, un ami, quelqu'un de la famille, un proche. Donc, cette personne-là va être contactée par le système. Cette personne-là va aller faire la vérification, puis advenant le cas qu'il n'y a aucune réponse ou qu'il y a un problème, ensuite de ça, c'est là que les policiers entrent en ligne de compte. On va dépêcher un véhicule patrouille sur les lieux et on va être en mesure là, de porter les premiers soins, premièrement, si c'est le cas, ou de réagir d'une autre façon. Et à ce jour, combien de personnes le programme rejoint-il? Présentement, au Québec, on a plus de 2800 personnes qui sont abonnées. Okay. Donc, par exemple, ici à Laval, le programme débute. On est toujours en mode inscription. Les gens peuvent s'inscrire là, en composant un numéro que je vais vous donner tantôt. C'est 450-978-5555. Parfait. On le dit deux fois. On le dit deux fois. Le plus de fois qu'on va se le dire, le plus de personnes qu'on va avoir. Donc, ces gens-là peuvent s'inscrire. Puis, ensuite de ça, on va pouvoir là, offrir le service. Et depuis son instauration, est-ce que le service a permis de sauver des vies? Juste durant les 5 dernières années, il y a plus de 250 interventions qui ont été amenées par les policiers. Donc, on pense que ce système-là a pu sauver plus de 250 vies seulement au cours des 5 dernières années. Ce service de prévention permet, entre autres, à des aînés de se sentir plus en sécurité, de rester plus longtemps dans leur milieu. Est-ce que c'était un des objectifs principaux du programme? Effectivement. Ce qu'on voit quand on jase avec les gens qui veulent s'inscrire, par exemple, à ce programme-là, c'est que les gens ont souvent un sentiment d'insécurité qui sont installés.
chez eux. Ils sont encore autonomes à 100%, mais la crainte qu'il leur arrive quoi que ce soit, puis par exemple, une simple chute, puis la personne n'est pas en mesure de contacter le 911. Étant donné que cette personne-là n'a pas nécessairement de la visite à tous les jours, ne reçoit pas des appels téléphoniques de ses proches à tous les jours, ça peut créer le sentiment d'insécurité. Et grâce à ce système-là, on pallie en partie à ce sentiment-là. Et comme le slogan le dit, une présence rassurante. Effectivement. Donc, les gens se sentent en sécurité parce qu'ils se disent, peu importe qu'est-ce qui va m'arriver, si je réponds pas au téléphone, les secours vont arriver. On a même, je parlais avec une dame qui est responsable du programme. Ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y a des gens, par contre, qui ont une ampoule à changer, doivent monter dans un escabeau. Donc, avant de changer l'ampoule, vont le faire quelques minutes avant le rappel parce qu'ils se disent, si je tombe, les services de secours vont arriver immédiatement. Et quels sont les gens impliqués dans le programme PER? En fait, le programme PER, c'est un programme provincial, mais est géré indépendamment dans chacun des endroits où il est installé. Par exemple, ici à Laval, c'est la Place des aînés qui gère ce programme-là. Donc, à l'aide de subventions gouvernementales et également la Ville de Laval qui subventionne une partie via le service de protection des citoyens. Et donc, les gens qui gèrent le programme sont les gens de la Place des aînés et les intervenants. On a nous, les policiers, ainsi que tous les autres organismes qui font la promotion de ce programme-là. Nous, la police, on fait la promotion du programme, mais également chaque programme, chaque ressource qui offre des services aux personnes âgées ou aux gens en perte d'autonomie. Donc, ces gens-là font la promotion du programme et aident les bénéficiaires à remplir leurs coordonnées, dans le fond. Et comment fait-on pour bénéficier de ce service pour quelqu'un qui n'est pas encore membre? Donc, c'est très simple. Vous composez le 450-978-5555. C'est dans la Place des aînés. Donc, ces gens-là, ils vont vous expliquer toute la procédure à faire, vont même vous donner un coup de main si vous avez besoin d'aide pour remplir les documents. Également, si vous voulez plus d'informations sur ce programme-là, www.pair.com. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sergent Dumais, d'être venu à l'émission. Merci. Merci. On va tout de suite rejoindre Sam, qui se trouve présentement à la salle André-Mathieu pour le lancement de la programmation de la corporation de la salle André-Mathieu. Il a eu la chance de s'entretenir avec le chef d'orchestre symphonique de Laval, M. Alain Trudel. Bien sûr, Laval a son orchestre et le chef d'orchestre de la Symphonie de Laval est à côté de moi, M. Alain Trudel. Bonjour. Bonjour. Alors, comme on mentionnait, vous venez de terminer votre présentation pour la nouvelle saison de la salle André-Mathieu. Ça a bien été. Ah ben oui, certainement. Vous êtes habitué là, des présentations. Oui. Ben c'est d'ailleurs mon problème. Des fois, j'aime ça parler, tu sais, puis je me retrouve à le crochet qui sort, qui dit OK Alain, ça fait. C'est place à la musique. Ben oui, effectivement, mais c'est bon d'informer les gens puis de communiquer. Nous autres à l'OSL, on aime beaucoup ça parler de ce qu'on va faire avec les gens. Comme avant, à chaque concert, nos concerts sont à 20h, puis avant chaque concert à 19h15, 19h20, moi je vais jaser avec les gens un petit peu, leur expliquer ce qu'on va faire. C'est pas un cours, c'est vraiment juste une mise en contexte, c'est une mise en situation, parce que les gens ordinaires qui viennent au concert, c'est pas nécessairement des musiciens, hein? Donc, mais, tu sais, ils vont prendre le temps de venir passer toute leur soirée à écouter une symphonie de Mahler ou de Mozart, ou peu importe. C'est bien qu'il y ait un contexte, qu'au moins ils sentent qu'ils font partie, qu'ils sont dans le coup avant que ça commence. Fait que donc, ils savent quoi rechercher, quoi écouter. Là, on mentionnait dans votre programmation qui se termine le 9 mai, aujourd'hui, on est le 8. Alors, c'est demain, mais là, à cause de la diffusion, ça allait la semaine passée. Alors, une saison 2011-2012 qui se termine sur une bonne note? Ah, absolument. Une saison, oui, avec beaucoup de salles comptes, beaucoup de salles pleines. On travaille fort pour jouer dans notre communauté aussi. Alors, on a une série qui s'appelle Les Chambristes, qu'on a instaurée il y a 2 ans. Puis, c'est des groupes de musique de chambre de l'orchestre. Fait que c'est des petits groupes qui vont jouer dans divers endroits. Puis aussi, on prend des œuvres qu'on joue avec ces groupes-là, puis on fait des concerts éducatifs dans la région. Puis ça culmine par des activités artistiques ici, à la salle André-Mathieu, que les gens peuvent venir voir aussi, et des activités éducatives, un programme pour jeunes, aussi pour familles ou pour jeunes publics, qui est à la salle André-Mathieu aussi.
Et qu'est-ce qu'on s'attend pour la programmation 2013-2012? OK, 2012-2013, c'est une programmation qui me ressemble. C'est probablement la programmation qui me ressemble le plus depuis que je suis ici. OK. Ouais, elle est extrêmement éclectique dans ses goûts. Fait que ça part de musique d'Europe, un peu Europe de l'Est, qui va jusqu'en France dans le premier concert, où on a Alain Lefebvre qui vient jouer le concerto de Ravel avec nous. Alain qui est un grand ami de l'orchestre puis un de nos préférés. Dans ce concert-là, on fait la 8e de Dvorak. On fait aussi les danses de Galanta. On a un autre programme à Noël où on fait une croisière sur le Danube. Donc, c'est comme si, quand vous entrez dans la salle, de penser que vous entrez sur le bateau puis on s'en va à travers le Danube. Donc, de la musique d'un peu partout. Musique que vous pensez que vous allez entendre, le beau Danube le bleu. Aussi des airs d'opérette avec le soprano Lynn Fortin, qui est une excellente chanteuse que les gens connaissent, mais que j'ai eu la chance de diriger à l'Opéra de Québec dans la Chauve-souris de Strauss. Puis elle va venir chanter des extraits de la Chauve-souris de Strauss avec nous aussi. On a aussi un concert qui est au mois de janvier, fin janvier, pour battre la grisaille de l'hiver. Oui, et qui s'appelle, c'est un concert qui s'appelle Soirée d'Espagne, tu sais. Donc, on va en Espagne avec la chaleur, tout ça, avec comme chef invité Jean-François Rivet, qui est mon prédécesseur ici. On aime bien réinviter. Pour nous, c'est important, la tradition. Puis dans ce programme-là, on fait le concerto d'Aranjuez. Puis on va aussi faire L'amour sorcier de De Falla. Aussi, dans la programmation après, on n'oublie pas Mozart cette année. Donc, on joue la dernière, sa grande symphonie, Jupiter, et on joue le choix du public. Ça, c'est un choix qu'on a chaque année. On donne le choix au public de voter pour une œuvre symphonique. Je leur propose 4 ou 6 œuvres. Okay. Puis à chaque année, ils votent pour une symphonie. Puis on triche pas. On prend vraiment celle-là qu'ils ont choisi. Ah oui, oui. Est-ce que c'est supervisé par une firme? C'est ça, oui. La firme du bureau. C'est ça. Non, le décompte. On décompte. Puis il y a des années que c'était proche. Cette année, c'était très proche. Ça a gagné par 2 votes seulement. Mais l'année qui vient, la saison 2012-13, c'est vraiment la grande symphonie de Schubert, la neuvième de Schubert. Donc, on a la musique de Mozart, de Schubert, une œuvre de Tim Brady, qui est notre compositeur en résidence, et c'est sa dernière saison. Donc, il nous a écrit une dernière œuvre pour l'orchestre. Et on finit l'année avec, je ressors mon trombone, puis on fait un concert de jazz avec l'orchestre. Donc, c'est accent d'Amérique, que ce soit de la musique de musical, ou que ce soit de la musique strictement de jazz, mais des standards, des choses que les gens connaissent, arrangées pour trombone et orchestre. Donc, je dirige et je joue dans le concert. C'est parce que le trombone, ça a été votre premier instrument où vous avez vraiment été connu dans le milieu. Puis, comme on mentionnait à travers la recherche, vous avez été chef d'orchestre partout dans le monde, pas seulement à Laval. C'est pas votre première expérience. Vous avez été aux États-Unis, en Suède, en Russie. Comment vous comparez l'expérience d'être chef d'orchestre à Laval comparativement à l'international? Ben, je veux dire, on est allé partout dans le monde. Je suis encore un jeune chef d'orchestre, là. mais c'est vrai. Ben oui, j'ai eu la chance de diriger à Saint-Pétersbourg, en Suède aussi. Je dirige au Canada, je dirige plusieurs orchestres. J'ai un orchestre à London, en Ontario, où je suis directeur artistique aussi. Je suis premier chef invité à Victoria. Je dirige beaucoup au Centre national des arts à Ottawa aussi. Donc, il y a plusieurs orchestres avec qui j'ai des relations ou des contacts. Ce qui est spécial à l'OSL, c'est qu'on est très, très proche de notre public. Fait que c'est un orchestre de gens qui se connaissent très, très bien dans l'orchestre depuis longtemps. Beaucoup de gens qui sont allés à l'école ensemble. Donc, c'est agréable de voir que tous ces gens-là continuent à évoluer ensemble, puis arrivent tous au moment culminant, au moment où ils sont vraiment le plus en forme musicalement de leur vie. Fait que là, j'ai un orchestre vraiment là, qui bouille, là, vraiment, là, c'est facile à chauffer, là, ça va bien. Puis, c'est un orchestre, comme je dis, on est proche de notre public, notre salle le permet. C'est pas une salle de 2-3 000 places, c'est une salle qui, c'est pas intimiste, mais quand même, c'est plus petit, puis ça nous permet un contact avec notre public. Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup de votre temps, puis on va regarder bien sûr votre programmation. Les dates on va vous afficher le site Internet. On les a ici, de l'Orchestre symphonique de Laval. Merci beaucoup, puis bonne saison 2013. Merci beaucoup. Alors, on revient sur cette soirée hommage aux bénévoles. On a reçu et accueilli quelques témoignages, Catherine. Oui, exactement. Allons rencontrer Rosemarie Chadid qui s'est entretenue avec les lauréats 2012. Aujourd'hui, la Ville de Laval a eu l'occasion de remercier à son tour ses précieux bénévoles lors du 28e gala Hommage aux bénévoles. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec quelques lauréats dans différentes catégories. Bonsoir. Je ne me demandais pas comment ça va, je suis sûr que ça va bien.
Eh bien, toute cette soirée n'avait pas fait rêver, car au centre de tel événement, il y a tous ces bénévoles, vous, dans la salle que nous allons honorer ce soir. Tous ces gens qui font rêver pour un monde meilleur. Et ça, on en a bien besoin tous les jours. Je suis en compagnie de la lauréate dans la catégorie Art, Communication et Culture, Madame Leslie Piché. Tout d'abord, félicitations. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'avoir gagné? Ça représente la reconnaissance d'abord de la Société littéraire de Laval, parce que c'est très rare que la littérature a vraiment autant de place. On parle très peu de la littérature parce que c'est sûr que nous, on ne sert pas des repas, on fait pas de l'animation avec des enfants. On accompagne des auteurs, on accompagne les gens qui aiment les belles lettres, mais c'est très difficile à gagner, le terrain. Et puis, dans les journaux, partout, on parle de moins en moins de culture. Et c'est pour ça que je vois ça comme une victoire, une petite victoire pour la pérennité de la Société littéraire de Laval. Et donc, je présume que c'est la motivation principale pour vos heures de bénévolat? Oui, absolument, absolument. Parce que ça demande beaucoup de choses. On organise beaucoup d'événements. On publie aussi une revue. Ça prend... Mais je suis pas toute seule, c'est sûr. Il y a plein de monde en arrière. Il y a les gens qui relisent les textes. Il y a les gens qui vont s'occuper de la sono, de la projection pendant qu'il y a des événements littéraires. Il y a aussi tous les gens qui vont lire, relire, corriger, réviser la mise en page des textes. On s'assure que tout ce qui va être sur le web et tout est contrôlé, bien fait. On essaie d'éviter toutes les coquilles d'erreurs ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment le cœur tatoué Société littéraire de Laval et littérature. Et donc, vous voyez encore plusieurs années faire du bénévolat pour cette cause? Ah, je penserais bien. Je vois pas pourquoi j'arrêterais. C'est une passion et c'est aussi une possibilité d'offrir à la communauté. Bien, je vous remercie et encore félicitations. Bien, merci beaucoup, mademoiselle. Je suis en compagnie de Madame Thérèse Bastien, lauréate dans la catégorie Loisirs et vie communautaire. Madame Bastien, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment après avoir gagné? Mais là, je suis très nerveuse, fière d'avoir gagné aussi. Et puis, je remercie là, tous ceux qui m'ont élu. Là, je suis contente. Là, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui vous motive à donner autant d'heures de bénévolat année après année? Bien, je crois que pour moi, ça me fait du bien aussi. Tu sais, c'est enrichissant. Tu sais, parce que rendre service aux autres, là, j'ai été, ça fait 30 ans que je vends des jonquilles pour le cancer. J'ai été 17 ans présidente de Papa Troulang. Là, ça fait 12 ans que j'étais avec le partage alimentaire. J'étais toujours occupée à servir les autres, tu sais. Puis c'est bon pour moi. Ça me revalorise. Bien, je vous félicite et je vous souhaite une bonne continuité du gala. Merci beaucoup, merci. Je suis en compagnie de Madame Muriel Lavoie, lauréate dans la catégorie Loisirs et vie communautaire. Dites-moi, Madame Lavoie, qu'est-ce que ça vous apporte de faire du bénévolat? Bien, disons, c'est d'aider les autres. Aider les autres et puis, écoutez, je pense que c'est un don quand on peut s'occuper comme ça des personnes en fin de vie. C'est un grand privilège, un grand bonheur aussi. Parce que vous, il faut le préciser, vous faites du bénévolat pour la Maison des soins palliatifs de Laval. Oui. Ça fait plusieurs années que vous faites ça? Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture en 2000... on est en 2012, depuis 2010, janvier 2010. Oui. Et de quoi vous êtes le plus fier? Disons, on est à l'écoute des gens. Tenir la main quand le besoin se fait sentir. C'est ça. Donner. Bien, je vous remercie et encore félicitations. Merci beaucoup. Je suis en compagnie maintenant de M. Claude Rioux, lauréat dans la catégorie vie de quartier. M. Rioux, vous avez gagné pour votre implication dans quel domaine aujourd'hui? Oui. À quel endroit? Au Madigo. Et... le boulevard La Concorde. Et qu'est-ce que vous faites là-bas principalement? Moi, je suis... je fais de la popote roulante. Je suis baladeur, chauffeur. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce bénévolat-là? Moi, c'est que j'aime aller porter les repas pour les personnes âgées. Puis quand ils nous voient arriver, ils sont contents. Puis je leur dis comment ça va, et ça va-tu bien, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut faire, et puis ainsi de suite. On peut améliorer des choses. Ça fait que quand j'arrive au centre, ben, je leur dis, ben, il y a telle et telle chose qu'on peut améliorer dans les circonstances. Des fois, il y a des personnes âgées qui ont besoin d'aide, mais on leur dit, ben, il faudrait qu'ils appelleraient une personne pour une ressource, pour les aider.
Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir gagné aujourd'hui? Oh, ça me fait plaisir parce que je donne beaucoup de mon temps, puis c'est une récompense en fait de compte que pour moi, c'est une chose que je n'ai jamais eue dans mon passé, puis ça me fait plaisir de le recevoir. Que j'aide beaucoup de gens qui ont besoin d'aide et en perte d'autonomie. Bien, M. Rioux, merci de votre temps que vous donnez aux personnes âgées et félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de M. Pierre Marchand, lauréat d'un prix reconnaissance spécial. Et quel est le bénévolat que vous faites, vous? Bon, j'ai commencé comme entraîneur. Je me suis occupé d'être président de la région Laval pour le soccer. Je me suis occupé du complexe multisport de Laval. On a fait progresser ça. Puis le soccer est rendu où on est rendu. Le soccer féminin fait une grosse partie, c'est une de mes grosses implications et j'en suis très fier. Vous faites bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte, toutes ces heures de bénévolat? Je pense qu'on a besoin de se sentir... de faire de quoi pour la communauté. Je sais pas. C'est de se dépenser, de donner des choses. Et c'est ce qui vous motive, en fait, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui se présentent. Il y a beaucoup de jeunes que je rencontre maintenant avec le bébé. Et c'est comique. C'est très, très plaisant. Ça veut dire que ça fait longtemps que vous êtes là. Oui, exact. Exact. Bien, je vous félicite. Merci. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Alors, Catherine, on vient de parler à des bénévoles, mais cette fois-ci, on va parler de jeunes bénévoles et aussi de la marche de l'espoir. Effectivement, Younes, la télévision régionale de Laval était présente le 28 avril dernier à la Maison des Arts de Laval pour célébrer la cérémonie reconnaissance des jeunes bénévoles. Et le 29 avril, soit le lendemain, la marche de l'espoir avait lieu, organisée par l'Association de la sclérose en plaques. On regarde ça à l'instant. Le samedi 28 avril, le réseau Bénévoles en action, la Ville de Laval et ses partenaires ont présenté l'édition 2012 de la cérémonie de consécration civique à la citoyenneté sociale. La télévision régionale de Laval était présente à la Maison des Arts de Laval pour la cérémonie. Depuis 2001, le réseau Jeunes Bénévoles en action de Laval, le réseau JBA, vise à promouvoir et à reconnaître l'engagement des jeunes âgés entre 10 et 17 ans dans le milieu scolaire et au sein de leur communauté, en les soutenant dans leur action bénévole. Il veille également à développer et à offrir des opportunités d'implication aux jeunes qui désirent faire profiter leur milieu de leurs habiletés. Tout d'abord, il encourage les participants à compléter le carnet de jeunes citoyens qui leur est remis lors de leur inscription au réseau. Ce carnet sert à consigner chacune des expériences bénévoles des jeunes et le nombre d'heures consacrées à celles-ci. Lorsqu'ils ont cumulé 100 heures ou plus de bénévolat, ils sont conviés à la cérémonie. Les jeunes cherchent à contribuer au mieux-être de la collectivité et perçoivent leurs actions comme étant un engagement citoyen plutôt que comme du bénévolat. L'action bénévole présente pour eux plusieurs avantages, dont la possibilité d'apprendre à mieux se connaître, de développer des talents et de faire partie de nouveaux réseaux sociaux qui faciliteront leur intégration professionnelle. Le certificat de citoyenneté sociale est une reconnaissance de la Ville de Laval décernée aux jeunes validés par les organismes bénéficiaires. Les critères d'éligibilité pour l'obtention de l'attestation officielle à la citoyenneté sociale étaient les suivants. Le jeune Lavallois devait être âgé entre 12 et 17 ans. Il devait avoir réalisé un minimum de 100 heures de bénévolat. Le bénévolat réalisé devait être vérifiable. Et pour finir, le bénévolat devait être réalisé au profit de la communauté. Il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées ici ce matin pour participer à la Marche de l'Espoir. Il faut noter que la Marche de l'Espoir a lieu un petit peu partout au Canada. Et l'année passée, près de 5200 personnes se sont présentées un petit peu partout ici au Québec et ont réussi à amasser 1 290 000 $ au total. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ils sont tous ici rassemblés pour essayer d'amasser encore plus que l'année passée.
Alors ici, on se trouve la place où il y a beaucoup de bénévoles qui sont ici, qui travaillent très fort pour que l'événement ait lieu. Et là, on est avec une des organisatrices ici. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Mon Dieu, ça se passe. Il faut s'y prendre d'avance parce que l'organisation, elle commence l'année précédente. En fait, là, dès qu'on termine l'organisation pour cette année, on va commencer l'organisation de l'année prochaine. Alors, approcher les commanditaires, chercher nos partenaires, chercher les bénévoles, c'est quelque chose qui prend environ un an. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une grosse organisation? Oui, nous, on est seulement que 2 dans l'organisation. En fait, j'ai Denise qui est avec moi à la compilation et moi. Donc, à 2, on a notre CA qui nous appuie. Mais pour toutes les choses matérielles et tout ça, approcher les commanditaires, approcher tous, on est 2. Donc, c'est nous l'équipe organisation. Alors, c'est quelque chose à organiser. C'est beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de bénévoles ici. Je suis curieux de savoir, il y a combien de bénévoles au total? Il y en a environ 150. 150, ce qui est énorme. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de personnes réunies pour une même cause? Mais ça fait chaud au cœur, c'est certain, là, de voir que tous les gens se sont déplacés malgré le froid. On n'est pas vraiment chanceux à chaque année. Souvent il pleut, souvent il fait froid, mais les gens se déplacent pour vraiment démontrer l'appui aux gens qui sont atteints de sclérose en plaques dans leur famille. Alors c'est vraiment un gros geste de groupe. C'est très familial. Il y a des gens qui sont très émus. Alors de pouvoir démontrer comme ça notre appui aux gens qui ont la sclérose en plaques, je trouve que c'est vraiment le plus bel appui qu'on peut faire. Autant faire un don que venir par notre présence. Je trouve que c'est un don de soi. C'est déjà un très bel appui. Bien, merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance. Merci. On va tout de suite rejoindre Sam à la salle André-Mathieu et il a eu l'occasion de s'entretenir avec la directrice générale de la corporation de la salle André-Mathieu, Madame Julie Perron. D'ailleurs, cette belle grosse programmation qui s'en vient à la salle André-Mathieu, il y a quelqu'un qui travaille très fort et elle est à côté de moi ici, Julie Perron. Comment ça va? Ça va bien, merci. C'est un peu stressé. Je viens tout juste d'apprendre que tu vas co-animer toute la soirée. Je pensais que c'est Marie-Lise Pilote qui t'animait toute la soirée toute seule, mais non, tu seras sur scène. Comment tu te sens? Ben, ça fait 6, 7, 8 ans que je fais ça. Okay. Puis c'est sûr qu'il y a toujours une petite fébrile, là. Mais ça me stresse beaucoup moins qu'au début. Okay. Fait que ça va. C'est un bon stress. Je maîtrise mon stress. Hein? Ah, c'est bon. Mais ils disent toujours que quand tu as un bon stress, c'est excellent. Ouais. Sinon, parle-moi un peu de la programmation cette année. La salle André-Mathieu a été haut en couleur avec les artistes invités au courant des années. Quel a été le plus grand défi pour la nouvelle saison? C'est toujours, en partant, c'est toujours un défi de faire une saison. Okay. C'est vraiment un gros défi. Puis ce qu'on veut faire quand on en bâtit une, c'est de faire plaisir à tout le monde. Fait que le défi, en plus d'en faire une tout court, c'est de trouver un équilibre dans les genres, dans les publics qu'on accueille ici. Fait que c'est pas mal ça le gros défi, puis d'aller chercher des petites exclusivités puis des expériences différentes. Je te donne un exemple. On a booké le nouveau spectacle d'Ariane Moffat à l'église Sainte-Rose. Je sais pas si tu as entendu son dernier album. C'est plus techno. C'est moins soft ambiance que d'habitude. C'est pas ce qu'on est habitué d'entendre d'Ariane Moffat, malgré que sa voix vient toujours rechercher peut-être le public qui est habitué à ce qu'elle fait. Oui, effectivement. Mais là, on s'est dit ça serait le fun à l'église Sainte-Rose. On a fait une expérience avec Patrick Watson il y a quelques années, puis on avait trouvé ça vraiment le fun comme soirée. Fait que là, Ariane, on l'a programmé à l'église Sainte-Rose. Il y a aussi Diane Dufresne qui vient faire un spectacle dans le même lieu avec les Violons du Roi. Fait que ça, on était contents de ces deux coups-là. Puis le reste, ben, c'est des découvertes. Vous allez voir, à part les gros noms, bien sûr. Mais les gros noms, à Laval, ils nous appellent, on les appelle, on est tellement en communication que le défi est plus de faire fitter l'offre qu'on a dans le programme. Si je regardais pour le mois de juillet, justement, au mois de juillet, mois d'août, l'été, on a les gros noms, le Sugar Sammy, pour en nommer quelques-uns, mais c'est vraiment, c'est un été d'humour, si on peut dire. Oui, c'est vraiment un été d'humour. Ça a toujours été une tradition à Laval. Tu sais, la Maison des Arts, ça fait des années qu'on accueille des humoristes en rodage. Martin Matt n'était pas connu au début, il a commencé à la Maison des Arts un été, Louis-José Hood, etc. Là, la maison ferme cet été, mais malgré tout, je pense qu'on n'aura jamais eu autant d'humoristes parce qu'on en présente aussi au Théâtre Marcelin Champagnat. Ça, c'est une nouveauté, mais je pense qu'on en a 12 à l'affiche. Mais tu as raison, on en a beaucoup, mais il y a un équilibre de non connus
Puis de nouveaux aussi, comme Guillaume Wagner, qu'on connaît moins, Alexandre Barrette, etc. Il y a François Mascotte qui vient roder son nouveau show aussi. Il y a Martin Petit qui vous a réservé pratiquement le mois de juillet au complet. Oui, oui. Effectivement. C'est toujours des bonnes nouvelles quand des gens comme Martin Petit viennent réserver la salle ici au complet. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça prouve qu'ils ont envie de venir, que ça marche. Puis pour le public, d'avoir des humoristes comme ça qui viennent s'installer un été, ben ça crée une animation estivale au niveau du spectacle qui est le fun. Hein? Est-ce qu'il y a une primeur? Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore annoncé dans ce beau livret de la programmation 2012-2013 que peut-être, avec Je te fais des beaux yeux, tu pourrais me confirmer aujourd'hui? Je peux pas, mais il y en a deux qui s'en viennent. Hein? On parle de quoi? Humour, musique? On parle de musique, hein? Ouais. Quel genre? Ça, je peux pas aller plus loin. Un genre? Je ne même pas le nom. Non, parce que si je vous le dis, là, ça va donner des pistes. On a mieux garder notre bombe pour un petit peu plus tard. Et on va le savoir environ quand? Je pense qu'on devrait le savoir d'ici... Il y en a une d'ici la fin juin, puis l'autre vers la fin juillet. On se donnera un rendez-vous encore une fois vers la fin juin, fin juillet. Pas de problème. T'es sûr, mes beaux yeux, non? Non. T'es sûr? Je suis sûre. Hein? Un vin? Non plus. Mais merci beaucoup pour ton temps. On va te laisser aller te préparer. Merci. Merci. Et un autre qui travaille très, très fort pour nous présenter des artistes bien connus de la scène, on peut dire underground. Ben oui. Ouais, underground. Il est à côté de moi, la scène 14-25, Julien Adelbaum. Comment ça va? Allô, allô, ça va super bien. Toi? Ça va très bien, merci. Julien, tu travailles aussi fort pour nous présenter. J'ai regardé encore ta scène, Fanny Bloom, Young Empires qui s'en viennent. Parle-moi un peu de quel a été ton fil conducteur pour les artistes que tu as bookés pour cette nouvelle saison. Le bon goût. Non, honnêtement, je pense que encore une fois, pour les shows qui vont clore la programmation hiver-printemps, parce que pour nous, ça finit officiellement à la fin du mois avec le spectacle d'Avec Podcast. Une fois de plus, je pense qu'on a eu une année de septembre 2011 à maintenant très intéressante, très amusante aussi. Je pense qu'on en a donné pour tous les goûts. Puis pour ça, on est fiers, tu sais. Vous mentionnez que la scène 14-25 ne fait pas seulement des spectacles à Laval, vous êtes un peu partout, Gatineau, Montréal, Québec. Oui, exactement. Pas à Montréal, à l'extérieur de Montréal, dans les autres grandes villes, si tu veux. Puis oui, ça fait 1 an. Ça va, on est dans la 2e année, on est super contents. Et encore une fois, ça nous permet d'intervenir encore plus pour supporter la musique d'ici puis les arts d'ici. Donc, on est super fiers. Là. Est-ce qu'on est déjà au travail pour la nouvelle saison de 14-25, scène 14-25? Ben oui. Mais oui. Est-ce qu'on a des gros noms, des beaux noms que tu pourrais peut-être déjà nous mentionner? Je peux rien dire. Pourquoi? Par rapport à la programmation d'automne, je peux rien dire simplement parce qu'on est en train de la faire présentement. Mais il y a déjà quelques spectacles pour l'automne prochain qui sont déjà annoncés. Je pense à Dumas, vite comme ça, qui va revenir ici en studio-théâtre à la Saint-André-Mathieu nous présenter son plus récent spectacle. Kim Churchill, un Australien. Il faut absolument surveiller ça. Ça commence à buzzer. Il va être ici à la Saint-André-Mathieu à la fin du mois de novembre. Il y a Radio aussi qui va revenir nous voir. Qui viennent nous voir pour la première fois ici à Laval. Donc, il y a déjà quelques trucs qui sont annoncés, mais le gros va suivre cet été. Sûrement au milieu de l'été, on va annoncer ça en grand. Là. Excellent. Fait que je vais inviter les gens pour suivre ça, qu'est-ce qui s'en vient. Pas manquer Radio. Tout un groupe Radio. Tu sais, connaissez pas Radio? Jacuzzi? Oui, la chanson TELUS? Oui. Bon. C'est qu'est-ce qui se passe pour la scène 14-25? Bien sûr, le Facebook. Vous avez Twitter, scène 14-25. Et bien sûr, le site Internet que vous pouvez accéder à travers le site de la Salle André-Mathieu. Scène 14-25. Suivez ça. Des bons artistes qui s'en viennent. Merci. Il y a aussi l'application mobile. Ah oui, pour la télécharger, là, c'est scène1425.com/app. Et puis, ça va être dans votre poche. C'est dans vos poches. Est-ce que ça sonne quand il y a un spectacle qui arrive, c'est ça? Ça fait pas mal tout, sérieusement. Oui. Ça te donne les directions Laval, Gatineau, des fois? Tout ce que tu veux, je te le dis, ça fait tout. Et il vous le dit, c'est sa parole. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous, les filles. On a eu beaucoup de plaisir. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans quelques instants, Laval en rafale avec Anne-Marie Kirouac.
Bienvenue à Laval en rafale, à cette toute première édition de l'été 2012. Anne-Marie Kerouac est avec vous. Et on commence tout de suite avec le compte-rendu de la conférence de presse qui a été présentée par Mme Lise Lalande, qui est directrice générale de la Société Alzheimer Laval. Elle nous parle de la marche de la mémoire qui aura lieu le 27 mai à Laval. Madame Lise Lalande, directrice générale de la Société Alzheimer Laval, a procédé à la conférence de presse pour annoncer les détails de la très populaire marche annuelle, la Marche de la mémoire. Beau temps, mauvais temps, venez participer à la Marche de la mémoire qu'organise encore cette année la Société d'Alzheimer Laval. En effet, dimanche le 27 mai, des milliers de gens se mobiliseront à travers tout le Québec pour soutenir le courage des personnes et des familles touchées par la maladie d'Alzheimer. La Société compte sur la participation de 700 marcheurs ainsi que sur le travail inlassable des bénévoles chevronnés afin de faire de cet événement une nouvelle réussite en atteignant l'objectif financier de 70 000 $. L'animatrice Caroline Proulx est la porte-parole cette année de la Société. Le départ se fera au Parc-École L'Odyssée des Jeunes à Vimont, angle Belgrade et Cyril-Delage. Accueil et inscription dès 8 heures. Le 27 mai prochain, enfilez vos chaussures et marchons ensemble la Marche de la mémoire avec beaucoup d'espoir parce que l'espoir, c'est ce que nous avons de plus précieux. Informations et inscriptions 450-975-0966, poste 238, www.alzheimerlaval.org. On poursuit avec une entrevue qui a été réalisée avec M. Pierre Desroches, qui est président-directeur général de Laval Technopole. Il nous parle du symposium international qui a eu lieu les 2 et 3 mai derniers au campus de l'Université de Montréal à Laval. La Cité de la biotech célèbre son 10e anniversaire. C'est une étape extrêmement importante. C'est d'abord prendre acte de ce qui a été fait au cours des 10 dernières années. C'est près de 2 milliards d'investissements. C'est maintenant plus de 5 000 employés qui travaillent à Laval dans ce secteur d'activité-là. Et de plus en plus, la Cité de la biotech représente, à mon avis, un joyau au Québec, un joyau ici à Laval. Mais c'est extrêmement intéressant de voir à quel point on a réussi au cours des 10 dernières années à bâtir un centre d'excellence qui équivaut à tous ceux qu'il y a à travers le monde, mais dans un site superbe avec des grandes compagnies telles que Sanofi, Boehringer, Glaxo, Roche Diagnostic, Servier. Toutes ces grandes compagnies-là nous ont fait confiance à travers les années et continuent de nous faire confiance. Et on prend le moment, un moment privilégié, pour s'arrêter et constater et définir vraiment ce qu'on va faire au cours des prochaines années. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pris le temps de s'asseoir et de préparer un symposium pour recevoir la communauté scientifique ici à Laval et faire la démonstration à quel point il y a du talent ici à Laval, il y a du talent en herbe et il y a du talent accompli actuellement à Laval. Ce qu'on essaie de faire à travers le symposium, c'est faire la preuve de la qualité que l'on a ici à Laval et de la qualité qu'on a réussi à développer à l'intérieur de la Cité de la biotech. Je pense que ce symposium-là fait la preuve que Laval a traversé une étape importante dans son développement et aujourd'hui est en mesure d'adresser les grands problèmes ou les grandes situations mondiales dans le domaine de la biotech et de fournir des réponses à ceux qui en cherchent. Pour nous, ici à Laval, c'est la preuve qu'on a atteint cette maturité et d'en faire la démonstration. Je pense que les gens qui sont ici sont heureux de recevoir la communauté scientifique mondiale et on a réussi à bâtir un symposium qui traite autant de l'avancement scientifique que des modifications au modèle d'affaires qui existent actuellement dans les secteurs des biotech. La Cité de la biotech se distingue des autres parcs scientifiques de la grande région de Montréal par sa concentration. Lors du projet original qui a été défini en 2001, on avait déterminé un territoire précis pour permettre à ce secteur d'activité, c'est-à-dire l'économie du savoir, de se développer dans un environnement tout à fait dédié à la quiétude de la recherche, à l'environnement qui, en fait, totalement intégré, c'est-à-dire que les sociétés sont regroupées dans un même lieu géographique, ce qui favorise d'abord la communication à travers ces sociétés-là et qui provoque beaucoup de discussions sur l'évolution que la Cité de la biotech peut avoir. Ça veut dire que ce qui se distingue des autres grandes régions, c'est vraiment sa concentration, son lieu dédié, la préoccupation qu'on a de mettre des sociétés qui sont de même nature dans un même lieu pour en fait
complémenter ce qu'on a déjà et permettre une interaction à travers l'ensemble des entreprises qui la composent. Une des caractéristiques de la Cité de la Biotech, c'est son incubateur. Cet incubateur-là reçoit des entreprises qui sont en développement, qui ont une certaine phase de développement déjà fait et qui ont un projet précis à développer au cours des prochaines années. L'incubateur peut recevoir les entreprises pour une période maximale de 5 ans, avec un plan très défini où cette entreprise doit se rendre au cours des 5 prochaines années. C'est une caractéristique qui est très intéressante pour la Cité de la Biotech, puisque cet incubateur-là se situe en plein centre de l'ensemble des grandes entreprises qu'on a actuellement à l'intérieur de la Cité de la Biotech. Au cours de la prochaine année, nous aurons l'occasion de manifester encore notre plaisir et notre fierté d'avoir 10 ans d'existence et à plusieurs occasions, nous réunirons des gens soit pour célébrer et ou pour faire la démonstration de la qualité d'un joyau qui existe à Laval et qui s'appelle la Cité de la Biotech. Au cours du symposium, nous avons 2 conférenciers de très grand prestige international qui sont le Dr Michael Houghton, un spécialiste de l'hépatite C, et le Dr Cohen, qui est un spécialiste de la malaria. Nous aurons l'occasion au cours de ces 2 jours de traiter de toutes les maladies infectieuses, les développements qu'il y a eu dans ce secteur d'activité-là et également concernant le cancer. Mais de plus, nous avons l'occasion de traiter des nouveaux modèles d'affaires que les grandes sociétés pharmaceutiques à travers le monde sont en train de développer, puisque énormément de changements ont eu lieu au cours des 5 dernières années. Et aujourd'hui, je pense que les nouveaux modèles d'affaires doivent refléter le fruit de ces changements-là. Une particularité qui existe dans notre symposium, c'est l'attention et l'intérêt qu'on a porté à la jeunesse scientifique. Vraiment, ici, au cours des 2 derniers jours, nous avons eu beaucoup de jeunes scientifiques qui sont venus faire des expositions qu'on appelle sur tableau. Et 2 d'entre eux vont se voir décerner un prix pour la qualité de leur présentation. Ce qui veut dire qu'à Laval, on accorde autant d'importance à ce qui se fait qu'à la relève. Et c'est une des choses qu'on veut mettre de l'avant, c'est que ce qu'on veut dire à la communauté internationale et la communauté nationale, c'est vraiment à Laval, on a accompli des choses, on est en train d'en accomplir d'autres, et on a toute la potentialité pour en faire encore de plus belles dans l'avenir. Dernière entrevue pour aujourd'hui, le docteur Lionel Carman de la Fondation Charles Guindon nous parle de l'Omnium qui a eu lieu au Tennis 13 le vendredi 4 mai dernier. Alors, j'ai décidé de m'impliquer dans l'Omnium de tennis de la Fondation Charles Guindon parce que je suis le président de cette fondation. Charles est mon patient et Charles, il a eu besoin d'une opération spéciale pour améliorer son épilepsie. Ça s'appelle l'implantation d'un stimulateur du nerf vague. Et comme on n'avait pas les moyens de payer ce stimulateur avec l'argent de la RAMQ, on a fait un don par la recherche pour lui trouver un stimulateur et l'implanter. Et depuis, ses convulsions se sont nettement améliorées. Et par la suite, on a mis sur pied la Fondation Charles Guindon pour venir en aide aux enfants épileptiques qui ont besoin de services spécialisés et aussi pour développer la recherche sur l'épilepsie et le développement de l'enfant. Je suis le directeur de la clinique d'épilepsie et du groupe de recherche sur l'épilepsie à Sainte-Justine depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis allé faire un entraînement spécialisé aux États-Unis sur l'épilepsie chez l'enfant. Et par la suite, j'ai recommencé mon travail à Sainte-Justine en 1995. On fait de la recherche en laboratoire pour essayer de comprendre comment l'épilepsie, ça endommage le cerveau des enfants. Et on fait de la recherche clinique pour développer des nouveaux traitements pour empêcher que l'épilepsie cause ces dommages que l'on voit chez les enfants qui sont le plus sévèrement affectés. La Fondation Charles Guindon, c'est une fondation qui a été créée en 2005 et qui vient en aide aux enfants atteints d'épilepsie. Le but de la fondation est d'améliorer leur qualité de vie à ces enfants-là en organisant par exemple des activités, des camps d'été et autres, et aussi en investissant dans la recherche sur l'épilepsie pour justement éviter qu'à long terme, l'épilepsie cause des dommages sur le cerveau et le développement des enfants.
Le but de l'activité d'aujourd'hui est d'amasser des sous pour la Fondation Charles Guindon. C'est en fait notre deuxième Omnium. Le premier était l'an dernier et ça a été un grand succès l'an dernier aussi. Et cette année, on a plus de 60 personnes inscrites. On a plusieurs vedettes qui sont venues nous appuyer également. Et c'est très important pour nous de sensibiliser la population à la cause qu'est l'épilepsie. Parce que l'épilepsie, c'est encore une maladie un petit peu taboue, que les gens ne veulent pas trop parler. Et ça nous empêche beaucoup d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont atteints et aussi de lever des sous pour la recherche pour améliorer cette qualité de vie des gens qui sont atteints par l'épilepsie. Le tennis, c'est un sport que j'aime pratiquer. Malheureusement, à cause du travail, j'ai pas souvent le temps de le faire, mais je joue depuis plusieurs années, depuis que j'ai 14-15 ans. Et j'aime toujours frapper la balle avec des amis. Et en plus, ici, on a un groupe qui est quand même assez compétitif, donc c'est un grand plaisir de venir jouer au tournoi de la Fondation. Alors, la Fondation Charles Guindon, on essaie de faire 3 activités par année. On fait une activité sportive, le tennis, qu'on fait au printemps. On fait une activité plus artistique qu'on va commencer en février 2013. On espère avoir un genre de vin et fromage avec un invité, un artiste invité. Et la 3e activité, c'est celle de cet automne. Cette année, ça va avoir lieu le 9 octobre au restaurant Buenanote sur Saint-Laurent. Et il s'agit d'un défilé de mode qui est sponsorisé par le magasin Ogilvy et d'autres designers québécois. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations sur la Fondation, vous pouvez visiter notre site web www.fondationcharlesguindon.org. Merci. Là, c'est tout pour aujourd'hui pour Laval en rafale. Revenez-nous la semaine prochaine pour être au courant de tout ce qui se passe à Laval cet été.